Bonjour à tous de Genève. Nous sommes de retour du Geneva World Summit où il y a eu une très importante réunion des droits de l'homme cette année. Alain Wagner, bonjour. Vous êtes ici à Genève pour le 5e sommet des droits de l'homme et de la démocratie. C'est exact? C'est exact. Bon. Alors, cette réunion a eu lieu hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, ça a été un sommet très intéressant puisque c'est un sommet, je dirais, indépendant de toute organisation étatique, ce qui permet à ce sommet d'avoir une liberté de parole qui n'est pas possible dans les sphères, dans les forums internationaux, puisque les forums internationaux sont pleins de gens qui passent leur temps en général à violer les droits de l'homme, et donc, comme il serait désagréable, comme ils sont membres à part entière, de les accuser de manière trop visible, finalement, on contraint son langage et on se contraint à respecter un langage diplomatique poli, qui finalement nous empêche de dire ce qu'il faut. Là, l'intérêt, c'est que les acteurs des droits de l'homme qui étaient présents, principalement des ONG, étaient vraiment des gens de terrain qui ont pu donner la parole à des dissidents, des gens qui ont subi des énormes persécutions partout dans le monde, et avoir un discours de liberté sans aucune contrainte politiquement correcte. Bien. Alors, quels étaient ces intervenants? Ces dissidents, en tout cas. Alors, des dissidents venus du monde entier, comme je disais. On avait des Tibétains, des Coréens, des gens venus de Cuba, des Mauritaniens, enfin, des gens vraiment venus du monde entier et qui ont été confrontés tout au long de leur existence à des situations particulièrement dramatiques. On a eu notamment le cas d'une Iranienne qui nous expliquait qu'elle avait été arrêtée à l'époque où elle avait encore 16 ans, torturée, violée, mariée de force à un de ses geôliers et obligée de subir pendant plusieurs années de sa vie, jusqu'à ce que son mari décède, une situation conjugale absolument épouvantable. Et cette personne a réussi à rebondir et à devenir une activiste des droits de l'homme et dénoncer ce qui se passe dans les pays type l'Iran. Voilà, donc en général, ce sont des pays musulmans qui s'attaquent aux individus et aux libertés. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont également concernés? Oui, les pays musulmans font partie vraiment des pays qui violent massivement les droits de l'homme. Ce n'est pas une nouveauté. Mais il y avait aussi, et c'est ça qui était intéressant, des activistes, comme on disait, du monde entier, notamment des Nord-Coréens qui nous ont exposé la situation absolument terrible de la Corée du Nord, des camps de concentration, du travail qui confine à l'esclavage. On a eu notamment l'information comme quoi des camps de concentration nord-coréens prêtaient des travailleurs pour construire les installations dans lesquelles sont aujourd'hui effectués les essais nucléaires nord-coréens. Donc des informations relativement intéressantes parce que l'information sort très peu de la Corée du Nord et autant nous sommes quand même relativement informés des violations des droits de l'homme dans les pays islamiques, autant, par exemple, dans la Corée du Nord, on a très très peu d'informations. Et là vraiment, les témoignages étaient très très précieux. Moi, l'intervention qui m'a le plus frappé, c'était l'intervention de la personne qui venait de Mauritanie et qui travaillait, donc c'était un Mauritanien qui vit à l'heure actuelle en Allemagne, et qui nous expliquait que la situation en Mauritanie était incroyable parce qu'il y avait une présence massive encore de l'esclavage, avec des chiffres absolument faramineux, des centaines de milliers de personnes, des statuts esclavagistes qui se transmettaient de parents à enfants, une situation complètement bloquée avec des élites qui considéraient que l'esclavage était absolument normal, et un esclavage tellement intégré dans la société que même les esclaves eux-mêmes n'arrivaient pas à imaginer un autre statut pour eux-mêmes que celui d'esclave. Et avec en plus le constat assez terrifiant que la situation même en Mauritanie n'était absolument pas évolutive et qu'à défaut d'une pression extérieure massive, la situation est perdurée comme ça, malgré des lois cosmétiques qui ont été votées de manière très très récente, en 2007, pour interdire l'esclavage. La situation n'a en aucun cas changé dans ces pays-là. Alors, il y avait également un jeune intervenant marocain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, un jeune blogueur qui est assez connu dans la blogosphère et qui est une personne qui a déclaré publiquement son athéisme au Maroc, chose assez rare, ce qui lui a immédiatement causé beaucoup de problèmes et il est obligé de s'enfuir du Maroc parce que sa vie était en danger tout simplement. Et donc ce jeune blogueur qui vit maintenant en Suisse nous a exprimé avec des mots très personnels, très simples,
le cas terrible des gens qui veulent tout simplement vivre leur individualité d'individus libres et qui se retrouvent dans l'impossibilité de le faire dans la société marocaine actuelle. Tout simplement à cause de la pression extrêmement forte de la culture islamique qui rend tout point de vue, je dirais, non classique dans la société, impossible à exprimer et en tout cas très dangereux pour la santé, puisque lui-même a été obligé de s'enfuir car sa vie était en danger, on voulait le tuer. C'est ça. Alors les gens ont exprimé leur souffrance, ils n'ont pas cependant beaucoup prononcé le mot charia. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils ne comprennent pas que c'est la charia qui est responsable de ça, ou ils ont admis leur statut de victime du fait qu'ils vivent dans ces pays musulmans? Question intéressante, effectivement. Oui, effectivement, même l'intervenant, pas marocain, mais l'intervenant marocain n'a pas parlé de charia, effectivement. On parle de société islamique, société oppressante, de gouvernement autoritaire, mais très souvent, dans les sociétés musulmanes, on ne va pas à la source du problème, qui est effectivement l'imposition de la charia, puisque c'est au nom de cette charia que finalement sont contraints les individus à vivre selon la règle islamique. Et la chose la plus amusante était, enfin amusante si on peut dire ça comme ça, était ce Mauritanien qui nous expliquait que les règles de l'esclavage, malgré le fait qu'elles soient enseignées et renforcées par les enseignements religieux des responsables religieux en Mauritanie, n'avaient rien à voir avec l'islam. Alors ça c'était assez étonnant puisque nous l'avons du coup interviewé après. Et il nous a avoué lui-même qu'il ne connaissait pas grand-chose sur sa religion et que donc son affirmation comme quoi l'islam n'était pas responsable de l'existence de l'esclavage, qui est un contresens quand on connaît l'islam, parce que les règles fondamentales de l'islam autorisent l'esclavage. Donc cette personne, malgré qu'elle ait été elle-même musulmane et engagée contre l'esclavage, ne se rendait même pas compte que sa culture était le vecteur de l'esclavage. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire et que la solution d'une grosse partie de toutes ces violations des droits de l'homme, c'est plus d'éducation sur les droits de l'homme et surtout moins de charia, parce que ces pays étouffent sous le joug de la charia, et au point même où les gens ne s'en rendent même plus compte. C'est ça, donc moins de charia et également aussi moins de dictature, notamment en ce qui concerne la Corée du Nord, qui est typique de cette dictature. Oui, mais à chaque fois, une fois de plus, toutes les violations sont les mêmes. Elles ont pour source le mépris des libertés individuelles, qui sont finalement protégées par les droits de l'homme, et que ce soit des dictatures politiques d'origine communiste, comme à Cuba ou en Corée du Nord, ou dans les pays islamiques, des dictatures semi-religieuses, le problème est fondamentalement le même, c'est-à-dire un manque absolu de respect pour les libertés individuelles, Et on se retrouve constamment avec des sociétés qui, au nom d'une logique collective, sinon collectiviste, broient les individus, broient la capacité des individus à avoir une opinion, à avoir la capacité de vivre leur vie plus ou moins librement, comme ils l'entendent. Et ça a été très bien exprimé par ce jeune activiste marocain qui vraiment était en plus, je crois qu'il a beaucoup ému la salle par la simplicité de ses propos et le naturel de son attitude face à tout ça. Je tiens à ajouter que cette réunion sur les droits de l'homme, donc le Geneva Summit pour les droits de l'homme et la démocratie, était très intéressante, mais quand même, il y avait quand même un angle mort dans cette réunion. C'est qu'on parlait de l'Afrique, on parle de l'Asie, on a parlé du continent américain, bref, de partout sauf l'Europe. Et cela aurait tendance à laisser croire qu'en Europe, il n'y a pas de problème, que les droits de l'homme sont quelque chose d'acquis, et qu'ils ne sont pas à défendre, qu'ils ne sont pas à surveiller, et surtout qu'ils ne risquent rien. Or, c'est faux. Nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, en Europe, des dérives qui ne vont pas dans le bon sens. Notamment des dérives gouvernementales, dans la plupart de nos pays, dans le sens d'une restriction des droits à la liberté d'expression. On voit ça dans de très nombreux pays européens. Il y a des activistes des droits de l'homme qui sont aujourd'hui, sur certains sujets, censurés, voire parfois poursuivis, sinon persécutés, voire mis en prison. Et donc, bien sûr, les droits de l'homme sont très menacés en Asie, en Afrique, un petit peu partout dans le monde,
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut manquer de vigilance chez nous. Il y a aujourd'hui, sous l'effet de certaines organisations internationales, notamment sous l'effet du travail assidu, vraiment extrêmement assidu, de l'Organisation de la coopération islamique, qui vise peu à peu à limiter le droit à la liberté d'expression dans nos pays. Et ça, c'est vraiment problématique, puisque ces efforts ne sont pas seulement des efforts, je dirais, extérieurs, mais que ces efforts ont un effet sur nos gouvernements, qui reprennent ces sortes de directives qu'ils reçoivent de l'extérieur, et qui après, ma foi, menacent, voire persécutent les gens qui osent s'élever contre les problèmes de la charia en Europe. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça reste une sorte d'angle mort. Il n'a pas été abordé cette année, le sujet des activistes des droits de l'homme en Europe. Et ça, c'est un problème. J'espère que le 6e Geneva Summit verra l'ICLA comme un des participants officiels. Nous avons l'intention de devenir des partenaires réguliers de ce sommet. Alors vous avez parlé d'éducation tout à l'heure et vous étiez à ce sommet en tant que ICLA, en tant que président de ICLA. Et il y aura à Bruxelles prochainement un sommet portant justement sur l'importance de l'éducation pour les libertés individuelles. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cette prochaine réunion? L'éducation est effectivement un sujet fondamental, absolument fondamental. Très souvent, on a dans la thématique qui nous intéresse, qui est la thématique de l'introduction progressive des règles de la charia, beaucoup de personnes ont une attitude qui favorise beaucoup la répression, en disant il faut interdire ci, il faut interdire ça, ceci devrait être permis, ceci ne devrait pas l'être. Et de notre point de vue, il est bien évident que certains comportements doivent être interdits car ils représentent un trouble à l'ordre public. Ça, c'est une chose qui est incontestable. Mais le principal sujet, c'est vraiment l'éducation. On ne se débarrassera pas des attitudes qui sont dictées par les règles de la charia uniquement par interdiction. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les pays européens, en tout cas, doivent refaire un effort d'éducation. Nous sommes confrontés à une quantité d'organisations qui sont soutenues par des efforts étrangers. Généralement, ceux de l'OCI tentent progressivement d'implémenter, d'introduire et de mettre en action de manière sociale, dans notre société, les règles de la charia. Et cela est fait, pas par la coercition, tout simplement par l'éducation. Il y a la mise en place de structures éducatives, qui sont parfois plus proches de l'endoctrinement que l'éducation, qui peu à peu instruisent la jeunesse, instruisent une partie de la population en leur expliquant qu'ils doivent mettre en œuvre, ils doivent respecter, ils doivent modifier la société dans laquelle ils habitent de manière à ce que les règles de la charia soient appliquées. Il est bien évident que ceci est totalement inacceptable dans une société qui respecte les droits de l'homme, puisque, je le rappelle encore une fois, les règles de la charia sont totalement incompatibles avec les droits de l'homme. Et donc, l'effort des gouvernements occidentaux pour garder cette culture de liberté, de respect des droits individuels et des droits de l'homme, devrait être d'abolir toute tentative d'introduction des règles de la charia chez nous. Et là, il est bien évident que les mesures d'urgence doivent se faire par des interdictions, mais il n'y a pas de mesures pérennes sans éducation et sans reconnaissance par la population elle-même de la nuisibilité de ces mesures. Eh bien écoutez, Alain Wagner, je crois qu'on pourra se dire rendez-vous au prochain sommet de ICLA à Bruxelles et merci. Merci.